On connaît l'intelligence artificielle souvent par le jeu de Go ou le jeu d'échecs. On se dit, tiens, la machine fait mieux que l'homme. En fait, l'intelligence artificielle dans notre système de soins fait son apparition, et plus que son apparition, et maintenant va changer complètement nos modes, nos mœurs peut-être. Et on voit déjà le remplacement des essais de phase 3 par des études de cohorte, des études de registre, des études de bases de données, qui donneront d'ailleurs plus de valeur à ce qui est fait en vie réelle. On voit aussi le fait qu'à partir de ces bases de données, on peut sortir des corrélations qui sont à la base de relations que pourront faire des chercheurs. C'est-à-dire que la corrélation n'est pas en fait compte une relation, mais ce sont des bases pour faire des recherches. On voit aussi d'ailleurs qu'il y a un apprentissage qu'on appelle le deep learning, et petit à petit, on sera aidé, et même la machine fera mieux que nous pour lire un électrocardiogramme, pour lire une image, pour lire une image de radiologie, etc. Donc, on voit que progressivement, on est envahi par cette intelligence artificielle, et même plus les villes, les smart cities, comme on dit, et d'ailleurs Nice fait partie du top 15 des smart cities dans le monde, hein, donc c'est important, avec, en mêlant les données de la pollution, des transports, de la santé, ça, on voit qu'on pourra changer un peu même nos vies et nos villes. Donc dans ce contexte-là, de cette révolution numérique et de base de données et d'intelligence artificielle, on doit probablement se poser la question de nos fondamentaux. Et le point le plus crucial pour moi, c'est de savoir si on recherche la bonne santé du patient, du malade, ou si on recherche la bonne santé du système de soins. Si vraiment vous admettez avec moi que c'est on recherche, on veut la bonne santé du patient, cela nous fait repenser complètement un autre système en fait, de soins. En effet, on a essayé de faire un peu comme dans l'industrie, à segmenter, fragmenter pour pouvoir mieux gérer, mieux sécuriser. On a ainsi fragmenté la ville, l'hôpital, le domicile, on a fragmenté le public, le privé, on a fragmenté même nos spécialités médicales sont hyper segmentées, hyper spécialisées, donc on fragmente partout. On peut se poser la question si c'était la bonne voie. Ensuite, on a fait en sorte que la tarification, c'est-à-dire le financement de nos hôpitaux, est fait suivant le volume, la vente. On cherche d'ailleurs à avoir plus et à vendre plus. On peut se poser la question si c'était la bonne voie aussi. Et notamment, ça a été assez inflationniste. Je peux vous dire que entre 2009 et 2016, il y a eu 16% de plus d'activité sur tous les hôpitaux de France et une diminution des tarifs de 5%, un différentiel de 21%. C'est énorme en à peine 8 ans, c'est énorme. Donc ça fait faire une activité forte vis-à-vis de celles qui étaient en nombre à peu près équivalent. Et donc on a entraîné une machine qui est un peu à bout de souffle, puisqu'en 2017, l'activité n'a pas augmenté, alors qu'il y avait une prévision de 1%, et donc les tarifs avaient diminué de 1%, et de ce fait-là, il y a un déficit de 800 millions, et là, on en est là, on ne sait pas en 2018 ce que ça va donner, on n'a pas encore fait le compte. Donc vous voyez qu'on est dans une difficulté pour l'instant. Et donc si vous admettez avec moi que l'objectif, c'est vraiment la valeur médicale, c'est-à-dire moins de morts, moins de complications et une meilleure qualité de vie, comment va-t-on la compter? On va l'évaluer. Et là, les gens de Boston nous aident parce qu'ils disent, regardez, la valeur en santé, c'est en fait le résultat médical divisé par la dépense. Or, on s'est obnubilé par le dénominateur, la dépense, qui est le prix multiplié par le volume. Et c'est vrai que chaque fois qu'on augmentait le volume, on est obligé de baisser le prix. Mais ils nous disent, mais regardez plutôt le résultat médical. Le résultat médical est une variable pour vous faire augmenter, c'est-à-dire faites en sorte qu'il y ait moins de morts, moins de complications et une meilleure qualité de vie. Et là, chercher des indicateurs, on est obligé de les chercher maladie par maladie. Et donc, un consortium international a maintenant mis au point des indicateurs de résultats par maladie. Et nous, en France, on est un des derniers pays à ne pas rentrer encore dans ce jeu qui est par contre fait dans tous les pays qui nous alentourent. Donc, si on admet que c'est bien ça, l'objectif, le résultat médical, à ce moment-là, le résultat médical, il est évalué à la fin d'un parcours, à la fin d'un épisode. Donc, résultat médical et parcours de soins
vont ensemble. Et on comprend bien d'ailleurs cette volonté qu'a actuellement la ministre d'aller dans ce sens du résultat médical et du parcours. Mais le parcours nous oblige donc à mélanger la ville, l'hôpital, les soins de suite et le domicile. Et pour avoir ça, eh bien, il nous faut un dossier médical qui soit numérisé. On n'en est pas encore en France à avoir tous un dossier médical numérisé, puisque l'assurance maladie qui vient de prendre ceci en charge, elle a fait rentrer 1 500 000 personnes. Je ne sais pas ce qu'ils se demandent. Est-ce que c'est mon téléphone? Donc 1 500 000 dossiers nouveaux depuis que l'assurance maladie a pris en charge cet élément. Donc, par contre, aux États-Unis, ils ont fait une loi en 2009 obligeant les gens à faire un dossier médical numérisé. Et actuellement, 100% des dossiers médicaux hospitaliers sont numérisés et 80% de la vie. Donc vous voyez que petit à petit, en parlant de notre valeur fondamentale qui est le résultat médical, on arrive au parcours, on arrive au dossier numérisé, on arrive au numérique. Et le numérique nous apporte non seulement cet outil, mais ensuite bien d'autres valeurs. Par exemple, l'information du patient, l'éducation du patient, la décision partagée, la symétrie du savoir entre le patient et le médecin pour qu'il puisse discuter. Elle apporte aussi, par la télémédecine et les applications médicales sur smartphone, la surveillance, l'expertise, les méthodes de diagnostic. Elle apporte aussi plus d'égalité, plus de liberté, plus d'accès aux soins, plus de satisfaction du patient. Vous voyez que le numérique va nous transformer complètement, en fait, nos valeurs, en tout cas ce qu'on pense être la valeur de la santé et des soins. Et d'ailleurs, si on va un peu plus loin, on va passer progressivement de la maladie à la santé, au bien-être, progressivement du patient au citoyen, et donc progressivement, on va passer de ce qu'on peut dire du soin à la santé. Et là, si on peut s'arrêter un tout petit peu, ça veut dire que progressivement, le citoyen va prendre une place importante. Dès qu'on parle de santé, c'est le citoyen. Et donc, progressivement, la demande du citoyen va peut-être dominer l'offre qui est actuellement donnée par l'assurance maladie, les hôpitaux, les industriels et autres, parce que c'est le citoyen qui vote, c'est le citoyen qui est écouté par le politique. Vous voyez bien les gilets jaunes dans la rue, ils font du bruit et on entend faire, en tout cas on débat un peu plus. Donc vous voyez que progressivement, là, on va passer de... Merci beaucoup, monsieur. On va passer de l'offre à la demande. Et d'ailleurs, les pays qui sont voisins ont déjà fait ce pas. Des référendums sont faits en Suède, en Hollande, pour savoir quelle va être la priorité en recherche médicale. C'est fait même aussi pour savoir quelle est la priorité médicale. C'est-à-dire, la priorité médicale, quand on regarde un peu alentour, ce qui sort en premier, c'est la prévention. Ce qui sort ensuite, c'est soit une maladie, le cancer ou le cardiovasculaire. Et après, c'est la médecine de précision ou la médecine personnalisée. Donc, on voit que tout le monde s'accorde, en fait, sur ces priorités. Maintenant, si on va un peu plus loin, puisqu'on a ces données de santé, puisqu'on a ces données par les patients, à qui appartiennent ces données de santé? Elles appartiennent aux patients, elles appartiennent à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, les patients disent non, c'est à nous. Ceux qui s'en servent, ceux qui ont les entrepôts disent non, c'est à nous. La preuve, c'est que quelquefois ça se vend, ces données de santé. En fait, petit à petit, on pense que c'est plutôt un entrepôt. On appelle ça custody en anglais. C'est-à-dire que donc il y a une garde de ces données, elles n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre, et on doit les garder pour s'en servir. Dans certains pays, c'est très facile, comme l'Estonie, tout est numérique, tout est numérisé. Donc on peut avoir ces données de santé et les associer à n'importe quoi d'autre, puisque tout est numérisé. Au Danemark, ils ont un seul compte numéro national. Donc une seule numéro d'identité nationale qui sert pour la santé, pour les banques, pour n'importe quoi. Donc là aussi, on peut faire des liens entre ce qui se passe au niveau social et ce qui se passe au niveau médical. Mais en France, on n'a pas ça du tout. On a au contraire la CNIL qui nous oblige à ce que tout soit séparé et que tout soit bien étanche, qu'on ne puisse pas mélanger l'un avec l'autre. Donc il y a des difficultés, vous voyez, dans notre pays, d'autant plus que notre base de données principale, où il y a 66 millions de Français, c'est la base de données de l'assurance maladie. Or, qu'est-ce que c'est que cette base de données?
c'est strictement nos ordonnances médicales. Et à partir des ordonnances, il faut déduire la maladie, il faut déduire la comorbidité. Mais on ne sait rien sur l'histoire du patient, on ne sait rien sur ce qu'il fait, sur l'histoire même de maladie. Donc on a une difficulté. Et si on veut aller plus loin, il faut aller chercher dans 36 000 mairies pour avoir le certificat de mortalité. Il faut aller chercher le PMSI pour avoir, dans les 3000 hôpitaux, pour avoir un peu les données hospitalières. Et essayer de faire quelque chose avec ça. Pour l'instant, il y a une équipe de 7 polytechniciens qui travaillent dessus depuis 5 ans. Et ils reconstruisent l'identité de chacun en prenant une partie des mairies, une partie du PMSI, une partie du SNIRAM, de l'assurance maladie, et essayer de reconstruire un tableau de travail. Et pour l'instant, ils sont entre 1 et 5 millions qui sont dans leur tableau de travail. Donc, vous voyez, donc on est dans une difficulté en France pour pouvoir faire ce travail à partir des bases de données. Et en fait, quelle est la finalité de ces bases de données? La finalité, c'est pour être pour la santé, c'est vrai pour la prévention, c'est vrai pour la surveillance, c'est vrai pour peut-être la vigilance, c'est vrai pour essayer de faire un peu plus de soins et de santé, mais c'est aussi vrai pour des domaines très spécifiques comme le génome, comme l'imagerie, etc. Donc on ne sait pas si la base de données est faite pour des soins de tous les Français ou si elle est faite que pour certaines parties spécifiques de notre système de soins. Si bien qu'on peut se poser maintenant la question, à partir de ces bases de données, si on veut s'en servir, et tous les pays cherchent à s'en servir, si on veut s'en servir, comment va-t-on faire? Il faut mélanger, en fin de compte, le médical, le social, la vie professionnelle, la vie, en fin de compte, de l'environnement. Ce n'est pas si simple que ça, de faire ce mélange, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse trouver des nouvelles relations, une corrélation, et de faire ensuite améliorer notre système. Et là, on voit qu'il y a eu, en Angleterre, 2 événements qui nous servent de leçon. Le premier, ce sont les hôpitaux, le Royal Free Hospital, qui a passé contrat avec Google, DeepMind Google. Et donc, ils ont vendu leurs données des malades hospitalisés. Ça a été un grand scandale. Et en 2013, ils ont créé une base de données nationale de santé mélangeant le soin, la santé des gens, et le social. Les Anglais n'ont pas trop dit de choses au début, et ensuite se sont rendus compte que, ma foi, c'était leur vie qui était dans cette base de données. Et là, il y a une réaction violente des citoyens qui ont rejeté totalement, comme aux Gilets jaunes, violente, ils ont rejeté totalement cette base de données en disant c'est en fait contre ma personne qui est dans cette base de données et on va s'en servir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, ça a été une réaction de la population. Inversement, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola en Afrique, on a voulu connaître un peu l'épidémiologie de cette épidémie pour essayer de mieux l'endiguer. Or, les données étaient dans un service de télécommunication. Donc, à la fois, les personnes responsables de santé publique et les personnes et les chercheurs ont demandé à avoir ces données. La firme de télécommunication a refusé en disant que c'était privé, ça leur appartenait, et ça n'appartenait pas aux autres. Et donc, on n'a pas pu faire un travail de santé publique au moment de l'épidémie d'Ebola en Afrique en raison de cette privation, dans le deux sens du terme, des données. Donc là, il y a une réaction aussi pour dire qu'il faut ouvrir, chaque fois qu'il y a une épidémie, il faut ouvrir les données pour qu'on puisse travailler dessus et arrêter l'épidémie. Vous voyez qu'on est là en difficulté de ces bases de données, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit? Et je pense que l'exemple qui est le meilleur est celui des Écossais, qui n'ont pas voulu faire comme les Anglais, et qui, eux, ont demandé aux citoyens de prendre en charge la base de données. Donc ce sont des citoyens qui ont en charge la base de données. Il n'y a aucun financeur, pas d'assurance maladie, aucune personne venant des institutions, hôpitaux ou autres. C'est eux qui ont ça. Parce que quand on veut travailler dessus, il faut pouvoir faire le chaînage d'identité entre ce que l'on a au niveau de l'hôpital, ce que l'on a au niveau de la ville, ce que l'on a au niveau du social, ce que l'on a au niveau de bien d'autres choses, de mortalité et autres. Donc il faut pouvoir chaîner. Et si on chaîne, on est obligé de désanonymiser. Sinon, on ne peut pas faire le chaînage de l'individu. Donc, qui a droit de désanonymiser pour pouvoir faire ce travail?
Et là, c'est donc les citoyens qui ont repris ça en main et qui ont dit, la foi c'est nous, et on peut désanonymiser pour telle recherche, pour telle chose, etc. Et là, la confiance est revenue donc au pays écossais. Mais donc la confiance est extrêmement importante, et aujourd'hui, on espère que les blockchains, peut-être on en parlera, je ne sais pas, mais c'est un moyen de pouvoir segmenter et donc ne pas pouvoir s'en servir ensuite pour tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment on rend responsable celui qui met ces données, et en plus elles sont segmentées. Et enfin, je terminerai parce que dans la confiance, il y a aujourd'hui quelque chose qui nous fait peur, c'est le piratage. Le piratage est rançon. Vous allez me dire, bon, c'est bien rare, on a vu peut-être Facebook. Non. Dans la santé, il y a eu le Hollywood Presbyterian Medical Care qui a été piraté, le Massachusetts General Hospital a été piraté, le Kansas Heart Hospital a été piraté. Et en fait, quand on parle aux personnes responsables de la cybersécurité, c'est la santé qui est le plus visée, parce qu'il y a de l'argent dans les hôpitaux, et il y a des données personnelles, et donc c'est là où le rançonneur peut se faire payer et être assez méchant. Vous voyez qu'on a là aujourd'hui un moment crucial dans ce qu'on veut faire dans cette base de données, qui est la base pour faire l'intelligence artificielle, et donc ce qu'on va en faire et comment on les manipule. Donc je reprendrai ce que je viens de vous dire. Je pense que qui dit valeur dit résultat médical. Qui dit résultat médical dit parcours de soins. Et qui dit parcours de soins dit dossier numérique. Qui dit numérique, en fait, compte, nous oblige à aller voir faire des bases de données. Et les bases de données, on doit les exploiter pour faire l'intelligence artificielle et bien d'autres choses. Et là, le point central pour moi, c'est qu'il faut que la population ait confiance dans ces bases de données pour qu'elles puissent servir à faire l'intelligence artificielle. Merci.